Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve cette fois-ci et pour les 2 ou 3 séances à venir pour traiter un sujet de dissertation. Autrement dit, et je l'avais annoncé, le mois de novembre sera consacré à cette question de la dissertation, qui est le premier format que j'avais choisi d'aborder sur Athénée Noctua. Puis j'ai dérivé vers des formats un petit peu plus adaptés au programme de mes étudiants de classe préparatoire, du commentaire d'œuvres d'art sur le thème de la violence, du commentaire de citation sur le thème faire croire. Je pense qu'il n'est pas inutile de revenir parfois à la source même de l'exercice d'écrit qui nous est demandé, à savoir la dissertation. J'ai choisi un sujet qui pourra intéresser les classes de CG et de CT, même s'il ne traite pas de violence de manière directe, car je ne veux pas interférer avec le travail de mes collègues professeurs en classe préparatoire. Donc j'ai choisi un sujet qui traite la notion de violence de biais. Ce sujet est le suivant. Dans la guerre, on ne parle pas. Cet énoncé est intéressant pour notre thème puisque la question de la violence guerrière s'y pose, mais aussi la question du mutisme, du silence imposé, qui est une violence que l'on peut faire à un individu, bien sûr, parce que soit on ne parle pas parce qu'on le décide, soit on ne parle pas parce qu'on nous contraint de ne pas parler. Donc il me semble que ce sujet connecte bien avec la thématique de la violence, quoi qu'il ne puisse pas tomber au concours dans cette forme que j'ai choisie, puisque le mot violence, violemment, violenter, violation devrait figurer a priori dans le libellé du sujet, c'est un peu la coutume. J'ai choisi comme accroche à ce sujet un dialogue entre 2 personnages du roman Le Feu d'Henri Barbusse, B-A-R-B-U-2-S-E. Henri Barbusse a publié cet ouvrage en 1916. Il a vécu la Première Guerre mondiale et a voulu restituer ce qu'il appelle le journal d'une escouade, tel est le sous-titre de ce roman, publié en 1916, donc Le Feu. Je vais évoquer, pour commencer cette dissertation, un petit dialogue entre plusieurs personnages et notamment entre Marthereau et Lamuse. Marthereau se demande pourquoi l'on fait la guerre. Je vous lis le passage. « Pourquoi ?» interroge Marthereau sans conviction. « Il n'y a pas besoin de raison, puis qu'il le faut. Il n'y a pas de raison, affirme Lamuse. On nous a dit de tirer, on tire qu'on a dit. Puisqu'on nous l'a dit, il doit y avoir une raison dessous. » Derrière une écriture très orale, ce qu'on constate, c'est un questionnement d'une immense profondeur. On nous a dit de tirer, alors on tire. On nous l'a dit, il doit y avoir des raisons, mais ces raisons, on ne les connaît pas. Et puis, il n'y a pas besoin de raison puisqu'il le faut. Puis qu'il le faut, dit le texte. Un autre passage dit ceci. Il y a des avocats qui vous embrouillent de phrases théoriques, qui proclament l'antagonisme des races nationales entre elles. À travers ces quelques phrases du Feu de Barbusse, apparaît déjà cette idée que la guerre est absurde. On se demande pourquoi on l'a fait. La première attitude consiste, comme Lamuse, le premier personnage le dit, à considérer qu'il n'y a pas besoin de raison, il le faut. Il n'y a pas de raison. La seconde phrase, au contraire, suggérait qu'il y avait une raison, mais que la raison était méconnue de ceux qui tiraient. Je la redonne. On nous a dit de tirer, on tire qu'on a dit. Puisqu'on nous l'a dit, il doit y avoir une raison là-dessous. La raison dessous, c'est une raison donc qui est connue de ceux qui ordonnent de tirer, mais pas de ceux qui tirent. Autrement dit, les soldats n'ont qu'à obéir, à agir, à se taire. Donc dans la guerre, eux, ils ne parlent pas. Point de place pour une parole lorsqu'il faut agir aveuglément. Pourtant, lorsqu'on l'a fait, cette guerre, on lui cherche des raisons. Elle paraît absurde et on a besoin de trouver des raisons. Sans quoi, face à l'absurde, on ne pourra que se taire. Dans la guerre, on ne parlera pas. Cependant, la guerre, c'est aussi une réalité des plus bruyantes. Des armes qui se choquent, des explosions de charges, des cris de douleur, des râles d'agonie, mais aussi des cris d'encouragement avant de partir à l'assaut. Y a-t-il encore une place pour la parole ici ? Est-ce ce tonnerre assourdissant qui empêche les hommes de se parler ? Je me suis posé les questions suivantes sur ce sujet. Est-ce la guerre qui est en elle-même négation de la parole ?
Dire que dans la guerre on ne parle pas, c'est suggérer que la parole n'y a pas sa place dans un premier temps. Peut-être parce que la parole s'est manifestée par son échec, ou par son ajournement sine die. La guerre est-elle le fait de la brutalité de barbares qui ne parlent pas mais ne peuvent au mieux que proférer des bruits incompréhensibles? Au contraire, ne faut-il pas reconnaître à la parole qu'elle comporte son lot de violence? Si bien qu'elle ne disparaît pas tout à fait de la guerre, qu'elle est encore dans la guerre, parfois peut-être provoque la guerre ou l'entretient. Dès lors, opposer la violence archaïque de la guerre et la parole qui serait pacifiante n'a plus vraiment sa pertinence. Il existe des guerres verbales, il existe des violences liées aux mots, une guerre de l'image, une guerre du verbe. Enfin, penser la parole comme un instrument de guerre, n'est-ce pas aussi le moyen de progresser dans notre usage même de la parole, vers une parole plus éthique? Après ce questionnement en introduction, je vous propose d'aborder un premier axe d'analyse, c'est-à-dire la guerre comme échec de la parole. On estime souvent que la guerre est en elle-même un échec de la parole, un échec de la communication, des négociations, de la diplomatie. On pourrait imaginer que dans les guerres les plus classiques, il ait été fait beaucoup d'efforts pour envoyer des émissaires, des intermédiaires, des ambassadeurs, pour éviter d'en arriver à la guerre que l'on conçoit comme un point de non-retour, une dernière extrémité. Pour le coup, on pourrait dire qu'on parle beaucoup avant la guerre. Si la guerre est déclarée, c'est que toutes les tentatives pour l'éviter ont échoué. C'est que le dialogue n'est plus envisageable, que la communication est devenue impossible car peut-être que plus rien de commun ne semble pouvoir freiner l'inéluctable. On considère qu'il n'y a rien de commun entre nous, pas d'échange possible, alors venons-en aux mains, venons-en aux armes. La parole, en effet, vise la communication, et on l'entend dans ce mot, c'est la mise en commun, la communication. Or, entre ennemis, rien de commun. Alors dans la guerre, on ne parle plus. C'est pas qu'on ne parle pas, c'est qu'on décide de ne plus parler, après avoir sans doute beaucoup tenté de parler. L'autre apparaît comme celui avec qui nul dialogue n'est concevable. Dans l'article barbare de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il est fait remarquer que, je cite, « Barbare, c'est le nom que les Grecs donnaient par mépris à toutes les nations qui ne parlaient pas leur langue, ou du moins qui ne la parlaient pas aussi bien qu'eux, pour marquer l'extrême opposition qui se trouvait entre eux et les autres nations qui ne s'étaient point dépouillées de la rudesse des premiers siècles. » Cette citation évoque une rudesse qui s'exprime notamment dans un recours à la force brutale, à la force animale, à l'agressivité librement exprimée. Il s'agissait au départ, vous le voyez, d'un simple critère linguistique, permettant de distinguer les individus qui parlaient le grec, dont le langage leur apparaissait comme maîtrisé, de ceux qui parlaient une sorte de babyle inintelligible, bababa, bre, barbare, une sorte d'onomatopée, comparable au blabla en français, évoquant un bredouillement. Voilà ce qu'est la notion de barbarie, qui en vient à désigner celui qui use de la violence, du fait même de son incapacité à parler, à raisonner, à se modérer. Et donc barbare, celui qui, au lieu de parler grec, de posséder le logos, d'écouter le langage et la raison, fait du bruit avec sa bouche, crie comme une bête, ou se manifeste par une rage inhumaine au combat. Ainsi, dans l'Antiquité, les peuples celtiques, germaniques, scythes, slaves ou encore asiatiques étaient considérés comme des barbares. Il s'agissait de peuples guerriers, réputés incapables de relations pacifiées. Pour une raison très claire, il leur manquait, d'après les Grecs, le logos. Ils se soumettaient, ces peuples, à la seule violence du pathos, terme qui a donné la passion, mais aussi tout ce qui est pathologique. Autrement dit, ces peuples guerroyaient violemment, mais ne parlaient pas. Mieux, ils guerroyaient violemment parce qu'ils ne savaient pas parler. Derrière cette représentation cliché de l'opposition entre le civilisé et le barbare, il y a une opposition plus complexe entre deux types de langage.
un langage qui a l'air d'être de l'ordre du pathos, de l'émotion, de la passion, et qui est soumis de ce point de vue à une forme de spontanéité, mais aussi d'excès. La violence est du côté de l'excès, alors que le grec serait dominé par le logos, c'est-à-dire un langage raisonné, pacifié, un langage modéré, tout en nuances, et non soumis à des éléments pathologiques, à une brutalité toute animale ou à des passions. La guerre serait donc le propre de ceux qui n'ont pas cette autre arme qu'ont les êtres humains les plus civilisés, à savoir l'usage d'une parole, mais pas de n'importe quelle parole, d'une parole qui sait se modérer donc. Des peuples qui se haïssent sont incapables d'une telle parole, car ils sont ravagés par la passion haineuse. D'ailleurs, chez eux, il serait absolument vain d'envoyer des émissaires, des intermédiaires ou des ambassadeurs pour calmer le jeu. Nous pourrions réinterpréter le libellé du sujet. Le sujet disait « Dans la guerre, on ne parle pas ». Nous pourrions l'interpréter de cette façon. Si nous sommes dans la guerre, c'est que l'on n'a pas su parler, c'est que l'on n'a pas pu parler, c'est que l'on ne voulait pas se parler. Vous remarquerez peut-être combien le présupposé du sujet donne de crédit et de pouvoir à la parole. Parole qui semble, si elle est déployée, empêcher d'entrer en guerre. N'est-ce pas surévaluer sa puissance que d'envisager la chose? Si tel était le cas, comment expliquer que le conflit existe quand bien même les ambassadeurs ont été envoyés? Si la guerre a été déclarée, c'est qu'il faut constater un échec relatif de la parole. Qu'en est-il à présent, ce sera le deuxième objet de cette première partie, de la parole au sein même de la guerre, car le sujet nous disait « dans la guerre ». Dans la guerre, on ne parle pas. En effet, dans la guerre, et ce, au sein même d'un camp, le champ d'action de la parole se réduit considérablement. On est moins à la parole, car on est tout à son action. La parole serait pensée comme une perte de temps inutile et vaine. L'obéissance aux ordres, par exemple, ne se discute pas. Dans la guerre, la parole est souvent réduite. Réduite à quoi exactement ? On pourrait dire d'abord qu'elle est réduite à sa dimension informative. On reçoit des informations. On connaît un plan, une tactique. Certains individus connaissent peut-être même une doctrine d'État à l'origine de ces plans et ces tactiques. On pourrait évoquer également une dimension performative ou incitative de la parole. On l'appelle aussi conative, celle qui pousse, qui provoque des actions et des réactions. Par exemple, donner des ordres. À l'assaut, rompez, chargez. À vos ordres. Voici ce qu'écrit Kant dans Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?». Il aborde la question de la parole publique et de la parole privée et nous rappelle que quand on reçoit des ordres, il ne faut point les discuter. Je le cite. « Mais j'entends crier de tous côtés « Ne raisonnez pas ». Le militaire dit « Ne raisonnez pas, faites vos exercices ». J'entends, par un usage public de notre raison, celui que l'on fait comme savant devant le public qui lit. J'appelle usage privé celui qu'on a le droit de faire alors qu'on occupe telle ou telle fonction civile. Ce texte de Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», que je vous conseille de lire si vous ne le connaissez pas, texte assez court, est un texte qui aborde la liberté sous la forme des Lumières, les fameuses Lumières. Et dans ce texte, Kant nous incite à user de notre raison. Or, dans ce passage que je viens de vous lire, il distingue un usage public de notre raison et un usage privé de notre raison. L'usage public, c'est le fait par exemple d'avoir un avis en tant que savant spécialiste d'un domaine et de désirer que le public accède à ce raisonnement que l'on a, que l'on tient, en publiant par exemple un ouvrage. L'usage public de notre raison, c'est faire connaître de manière publique le fruit de notre raisonnement, par exemple en publiant. Or, il existe également un usage privé. L'usage privé n'est pas public. Je puis par exemple, lorsque je suis à la guerre, être dans une telle fonction que l'usage privé que j'en ai ne doit pas entraver la fonction que j'exécute. Si je suis à la guerre et qu'on m'a dit « charger », je ne puis pas, par exemple, dire « Ah ben non, je ne veux pas charger parce que… » et commencer à argumenter.
Ça n'est pas le lieu. Je dois assurer ma fonction. Sans quoi, c'est toute la société qui se désordonne. Ici, en l'occurrence, c'est la guerre qui est en péril si chacun des soldats se permet de raisonner au lieu d'agir. Alors bien sûr, le soldat pourra toujours, après coup, proposer un pamphlet où il dénoncera les erreurs tactiques de ses supérieurs. Mais au moment où il agit, il ne doit qu'obéir et pour cela se taire. En effet, pour diverses activités qui concernent l'intérêt de la communauté, un certain mécanisme est nécessaire qui oblige les membres de cette communauté à se comporter de manière strictement passive. Dans ce cas, il n'est pas permis de raisonner, ni de contester, ni de parler, on doit obéir. Ainsi, serait-il très dangereux qu'un officier ayant reçu des ordres se mît à raisonner dans son service sur l'opportunité ou l'utilité de l'ordre qu'il vient de recevoir. Il doit obéir et se taire. Dans la guerre, on ne parle pas, on agit. Le sujet de la dissertation que je vous propose repose, on le voit, sur l'opposition implicite des deux concepts de guerre et de parole d'autre part. Si dans la guerre on ne parle pas, c'est peut-être parce que guerre et parole s'excluent mutuellement. La guerre est un phénomène de violence collective organisée. Elle affecte les relations entre les sociétés humaines, les relations de pouvoir à l'intérieur de la société. Elle engage à des conflits armés. Elle est de l'ordre de l'action, et on sent bien que la parole n'y a pas tout à fait sa place. Le troisième point que j'aborderai aujourd'hui, et qui constitue la fin de ce premier axe d'analyse, c'est que les guerres modernes ont peut-être accentué ce mutisme. La guerre se distingue par exemple du duel en tant qu'elle engage des populations entières. Elle est un phénomène collectif. En cela, elle se différencie nettement des actes de violence individuelle, interindividuelle, comme l'est donc le duel, le face-à-face de personnes. Dans un face-à-face, il est plus difficile d'envisager la mort d'autrui que lorsqu'on est face à des populations, à des masses entières. Quand autrui n'est qu'une ombre au loin, dans la tranchée du camp adverse, quand cet autre est sans visage, un point à portée de drone ou de missile, je ne suis pas face à lui. J'ai abordé il y a quelques séances l'auteur Lévinas qui nous disait que le visage était ce qui freinait de tuer. Le visage, écrit-il dans Éthique et Infini, est ce qui nous interdit de tuer. Je ne vais pas revenir sur le détail de l'analyse que je vous avais proposée, mais simplement faire le lien avec la question de la parole. La guerre est chez Lévinas sans parole. Elle est sans visage, mais elle est aussi sans parole, parce que j'oublie l'autre dans la guerre. Je ne vois plus son visage, je ne vois plus en lui l'être humain, la condition nue et misérable de l'être humain qu'il est, comme moi je suis. Je ne vois plus que l'ennemi, que le juif, le tzigane, l'ennemi à abattre, que je refuse d'entendre, avec lequel je refuse de parler, parce que ce serait lui accorder trop d'importance, trop de respect. Quand on est en face à face, on est tenu à la franchise, à la droiture. La morale peut naître du rapport à l'autre dans ce face à face qui me responsabilise. Mais quand je ne vois plus l'être humain, mais un groupe de juifs, par exemple, face à un groupe de nazis, eh bien le discours ne peut plus se déployer. L'idéologie nazie me ferme à tout autre discours. L'autre n'est plus que l'ennemi sans visage, le juif, le tzigane, l'homosexuel, mais pas du tout un ensemble d'individus uniques, d'hommes avec visage et nom propre. Au contraire, l'accueil de son visage et l'attention à la parole de l'autre pourraient créer de l'hospitalité, une ouverture à ce dernier. C'est ce que l'on voit notamment dans le roman de Barbus Le Feu que j'évoquais en introduction. Ce journal d'une escouade est le journal d'une toute petite section sous les ordres d'un caporal. Donc chaque homme est connu, chaque homme existe pour l'autre. Et dans ce roman, ils ne cessent de se parler. En effet, rappelons que la guerre de 14-18 est une guerre qui longtemps a été une guerre de position, une guerre de tranchées. Et la guerre de position génère l'ennui, un temps d'attente insupportable avant de monter en première ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on tue le temps, et pour cela on parle. On revit ses exploits par la parole, on en rajoute par vantardise, on s'invective, on fait des blagues.
Le personnage de la Muse, par exemple, dit avoir sauvé des blessés au péril de sa vie. Le personnage de Tiroir dit avoir frappé le postérieur d'un prince prussien. Quant à Biquet, il dit ceci. « Moi, dit Biquet, j'ai pas sauvé des Français, mais j'ai poiré des Boches. » Cette expression, poirer des Boches, c'est pas tuer un individu, c'est tuer des Boches, c'est-à-dire des hommes sans visage. Et dès que ce visage apparaît, dès que l'Allemand est à portée de vue, tout à coup c'est moins simple de tirer. Et parfois même, les ennemis, reconnaissant leur commune humanité et souffrance, en sont venus à pactiser. Le film Joyeux Noël de Christian Carion, C-A-R-I-O-N, en 2005, évoque la façon dont certains Allemands, Français et Anglais, qui étaient postés près de Lille, dans la ville de Frelinghien, lors de la trêve de Noël, ont décidé contre leur état-major respectif de fêter ensemble la Noël. Ils se sont notamment offerts des cigarettes, des chocolats, se sont serrés la main, c'est-à-dire ont reconnu l'humanité en l'autre, faisant même l'effort de se souhaiter un joyeux Noël dans la langue de l'ennemi. Ce film est parti d'un fait réel, car des moments où des ennemis ont pactisé, il y en a eu pendant la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs ce geste les a conduits souvent à s'épargner lors des combats qui ont suivi la trêve de Noël. Autrement dit, si je ne parle pas dans la guerre, c'est parce que je ne vois plus l'homme. Dès que je le vois à nouveau, la paix et la parole reviennent. Dès que je vois l'homme au fond, la guerre n'a plus lieu d'être. Dans la guerre, on ne parle pas, parce qu'en général, ça n'est pas le visage de l'autre que l'on voit, c'est le visage de son ennemi. Et même dans un combat au corps à corps, dans un combat qui n'est pas à distance comme celui qui consiste à envoyer un drone ou des missiles, eh bien le rapport au visage n'est pas évident. Je puis voir l'autre au visage sans voir son visage. Je puis ne voir face à ce visage que le visage ennemi, mais pas l'humanité qu'il recèle. Et je puis perdre donc toute forme de pitié, toute forme d'empathie pour cet être humain que je ne vois plus comme tel, mais que je ne vois que comme mon ennemi juré. Si la guerre est la faillite du langage et de la parole, c'est d'abord parce que je ne reconnais pas à mon ennemi le statut d'être humain, le statut d'être doté de paroles de logos. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en mettant un petit pouce en l'air. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette dissertation. À très vite sur Athénée Noctua pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.